Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle capsule sur Ligne de Mire. Martin avec vous, dégénéré en chef. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les dégénérés qui vont nous suivre aujourd'hui. Je me permets de vous appeler des dégénérés, et moi aussi d'ailleurs, parce que j'en suis un. Et semble-t-il que dans le monde de fous auquel nous assistons aujourd'hui, eh bien, les dégénérés, c'est nous. Alors que la grande masse est atteinte de maladies mentales et de problèmes émotionnels et aussi, tristement, manque de moyens pour faire face à la situation actuelle, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau émotionnel. Vous allez voir, je vais vous présenter quelques informations qui valident le tout. Et ce n'est pas nouveau hein, pour tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. J'en avais parlé. Il se produit un phénomène où les gens ne peuvent pas mordre la main qui les nourrit et par le fait même, on est en train de voir exactement ce phénomène-là se produire où plusieurs deviennent en fait des protecteurs du système parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Ils ont vécu au-delà de leurs moyens, ils ont été concentrés sur leur personne individuelle et aujourd'hui font face à une réalité sociale qui les dépasse. Et bon, ben, ça crée un impact au niveau émotionnel pour plusieurs et vous allez voir l'impact de tout ça. Et j'espère, hein, n'ajustez pas votre appareil. J'espère que vous n'êtes pas à l'heure du repas et que j'ai créé une problématique au niveau de votre système de digestion avec l'image que je viens de mettre aujourd'hui. Notre ami Justin, hein, qui s'est pavané du côté de la Norvège depuis les derniers jours pour prôner une économie verte. Et le moment où il quitte pour revenir au Canada, eh bien, le gouvernement de la Norvège approuve aujourd'hui un projet de gaz et de pétrole de l'ordre de 18 milliards de dollars. C'est de toute beauté. Comment faire un doigt d'honneur à notre ami Justin? Et tristement, bien, vous le savez, nous avons des réserves de pétrole absolument extraordinaires via les sables bitumineux ici en Alberta. Et le gouvernement en place fait tout pour détruire l'économie pétrolière, comme vous pouvez l'imaginer, avec l'économie verte qui se met en place. D'ailleurs, j'en profiterai au fil des prochaines semaines pour faire un dossier, une vidéo avec un dossier pertinent sur les crédits carbone. Vous le savez, je suis impliqué et encore une fois, on va faire la distinction entre le pouvoir politique qui s'est accaparé le marché, l'aspect politique et médiatique, alors que fondamentalement, il y a des bonnes ressources positives qui sont en arrière de tout ce qu'on appelle le marché de la séquestration et du crédit carbone. Donc, j'y reviendrai pour bien faire les choses et on va démarrer les nouvelles qui ont attiré mon attention. Donc, préparez-vous. Je vais permettre à votre système digestif de mieux respirer maintenant. Hein? Prenez une grande respiration. La souffrance est maintenant terminée. Et on va regarder d'autres problématiques qui peuvent créer d'autres souffrances. Mais encore une fois, vous le savez, on doit passer à travers une époque difficile pour être capable de se relever ensemble. Et j'ai la foi et l'espoir que tout ça va bien se dérouler malgré les problématiques à court terme, vous le savez. Donc, les problématiques d'immigration que vous avez subies et continuez de subir du côté de l'Europe, eh bien, soyez sans crainte, ce n'est pas différent. Vous le savez que les politiques de destruction qui sont mises en place pour le gouvernement, par le gouvernement fédéral et plusieurs autres gouvernements provinciaux et même municipaux sont en train de se poursuivre. Et j'ai trouvé pertinent de trouver un graphique pour le démontrer qui, alors, depuis 2021, donc la crise évidemment reliée à la C-19, eh bien, vous constatez l'explosion de l'augmentation de la population au Canada alors qu'on a ouvert les portes grandes ouvertes à l'immigration. Et alors que ça diminue du côté des Américains, eh bien, il y en a énormément qui ont franchi la frontière pour venir s'établir ici. Donc, vous voyez clairement, encore une fois, que la situation que vous vivez, chers amis européens, n'est pas différente chez nous et on va voir les répercussions de tout ça au fil des prochains mois. Il faut comprendre qu'une grande majorité des immigrants qui se déplacent du côté du Canada vont s'installer dans les grands centres. Donc, au départ, plusieurs vont favoriser à aller s'installer du côté de Toronto, s'installer du côté de Montréal aussi et les grandes villes où ils peuvent bien sûr vivre dans un contexte confortable. Et de ce côté-là, vous avez compris que le gouvernement a mis en place des programmes qui permettent aux immigrants de même mieux vivre que les propres sans-abri et les vétérans
que nous avons dans notre propre pays. Donc, on les accueille à bras ouverts. Ils arrivent ici avec leur culture et par le fait même, ça détruit l'enveloppe familiale et l'enveloppe culturelle. C'est le même programme que vous avez vu du côté de l'Europe qui est en train de s'implémenter ici. Et les gens qui avaient l'occasion de voter pour un nouveau maire à Toronto la semaine dernière, eh bien, ont voté pour une socialiste complètement gauchiste. Donc, vous comprenez que les populations aujourd'hui reconnaissent un nom sur un bulletin de vote parce que ça l'a tourné dans les médias et votent pour ces gens-là sans même vraiment comprendre les conséquences. Eh bien, vous allez voir Toronto devenir le San Francisco, devenir le Los Angeles, en fait, du Canada. Même chose du côté de Montréal, alors que nous avons des maires qui sont pseudo-socialistes / communistes. Et vous voyez les résultats et les conséquences. Et là, alors qu'au Québec, il y a une situation qui est quand même relativement particulière que je me permets de vous expliquer. Une grande majorité de gens signent des baux de location immobilier et les baux viennent à terme le 1er juillet. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est l'explosion du manque de biens locatifs pour les gens qui veulent se loger. Et là, tout le monde quitte en fait leur logement au 1er juillet. Quand je dis tout le monde, vous comprenez que c'est ceux qui doivent déménager. Et ben là, on fait face à une crise du logement. Et quelle est la solution qui est présentée? Eh bien, c'est en fait d'obliger les propriétaires immobiliers de geler en fait les coûts des loyers. Donc, c'est ce qui est mis en place, c'est ce qui est proposé. Et là, vous comprenez bien que les propriétaires immobiliers qui ont fait de très bonnes affaires depuis les dernières années, hein, on s'entend, eh bien aujourd'hui se retrouvent comme prévu, comme on en avait discuté depuis plusieurs années, où le secteur locatif devient problématique à partir du moment où un gouvernement socialiste décide de mettre des réglementations en place. Donc, vous avez d'un côté l'explosion des coûts des taxes, l'explosion de la valeur immobilière, et là, bien, ce que le gouvernement dit aux propriétaires qui ont pris le risque de faire face à des hypothèques, d'acheter des biens immobiliers dans le but de les louer, eh bien, aujourd'hui, on leur dit quoi? On leur dit, vous allez geler les loyers parce qu'on doit protéger les locataires. Et de l'autre côté, comprenez bien qu'il y a plusieurs locataires qui, lorsqu'ils quittent, laissent leur loyer dans un état absolument lamentable au détriment des propriétaires. Et vous allez voir un autre graphique que je vais vous présenter à l'instant qui crée encore une fois une problématique importante pour les propriétaires. Tiens, je vais la prendre immédiatement. Si on regarde les revenus qui ont été générés par le système Airbnb, et là, ici, vous comprenez que je vous présente ce que j'ai trouvé du côté des États-Unis. J'extrapole le fait que ce qu'on voit aux États-Unis n'est pas différent nécessairement dans d'autres endroits. Donc, on peut s'attendre que les chiffres soient relativement les mêmes dans plusieurs secteurs. Et comprenez bien qu'encore une fois, il y a des endroits touristiques qui performent mieux que d'autres. Donc, il faut tout simplement mettre ça dans une moyenne. Mais lorsque vous regardez la chute en pourcentage des revenus Airbnb au niveau locatif aux États-Unis, ça inclut des villes importantes, même au niveau touristique. Vous voyez clairement là, la déchéance qui s'installe à ce niveau-là. Donc, je prends pour acquis que les investisseurs immobiliers locatifs dans une grande majorité des villes, qu'elles soient canadiennes, européennes ou américaines, subissent probablement une baisse des revenus sur leur loyer Airbnb, d'autant plus que des réglementations vont être apportées pour les obliger à fixer un prix déterminé par l'État, et alors qu'eux continuent d'avoir à subir une augmentation des taxes, une augmentation des taux d'intérêt sur leur hypothèque. Donc, vous voyez là que ce n'est pas viable à long terme. Donc, je sais que plusieurs ont prôné depuis plusieurs années à quel point l'investissement immobilier était une excellente idée. Et soyez sans crainte, tout à fait, les dernières années ont été très profitables et ceux qui ont pu se positionner aujourd'hui en ont pleinement bénéficié. Mais là, se retrouvent dans une situation où, dans un contexte de réglementation qui sont en train d'être mises en place, dans une augmentation des taux d'intérêt,
l'immobilier n'étant pas liquide, si ces gens-là cherchent à vendre, comprenez bien que le marché devra inévitablement se resserrer, ce qui va créer des situations difficiles pour les gens qui possèdent des biens immobiliers, surtout ceux qui en possèdent énormément beaucoup. Et tristement, des gens que je connais qui se sont considérés comme étant des investisseurs immobiliers qui ont très bien fait dans le passé vont être coincés avec une problématique de liquidité. Si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui, ça va être le cas dans les prochains mois avec des réglementations qui vont se mettre en place, qui vont être de plus en plus difficiles à gérer. Donc, j'espère que je me suis bien fait comprendre à travers tout ça. Maintenant, autre point, quelles sont les conséquences de l'inflation grimpante et qui est loin d'être terminée, encore une fois, dans le temps? Eh bien, vous constatez que plusieurs gens, familles, sont obligés de diminuer leur consommation d'aliments. Par le fait même aussi, souvent, les gens vont tendre à aller vers la malbouffe, tout simplement parce que c'est moins dispendieux que d'acheter, évidemment, de la bouffe de qualité. Donc là, on voit clairement du côté des États-Unis une diminution drastique de l'ordre de 12 à 13 de la consommation alimentaire, tout simplement parce que les gens sont coincés financièrement. C'est absolument difficile pour une grande majorité des gens qui nous entourent. De l'autre côté, pas une surprise pour plusieurs, mais j'ai trouvé pertinent de vous démontrer encore une fois la consommation mondiale moyenne d'antidépresseurs sur un ratio de 1000 personnes. Si vous regardez aux États-Unis actuellement, qui est au bas de l'écran, vous avez près de 10 de la population, 110 sur 1000 en ratio. Donc, c'est 11 exactement de la population qui sont sous antidépresseurs. Imaginez, encore une fois, s'il fallait qu'on ait une pénurie d'antidépresseurs aux États-Unis, vous imaginez le contexte. À ma grande surprise, l'Islande fait partie des pays qui sont aussi surmédicamentés. L'Australie, le Canada, le Danemark, la Suède, le Portugal, la Grande-Bretagne, la Finlande, la Belgique. Donc, beaucoup de pays européens sont surmédicamentés. Le Canada en fait partie aussi, l'Australie. Donc, vous voyez clairement que les pays de l'Ouest sont dans une situation où la grande majorité des gens n'ont pas la capacité de vivre leurs émotions, de vivre avec les conséquences de leurs décisions depuis plusieurs années et maintenant compensent par des antidépresseurs pour être capables de subvenir à leur quotidien. C'est absolument terrible et encore une fois, ça démontre à quel point plusieurs sont démunis, en fait, lorsque on doit faire face à une crise, qu'elle soit économique, qu'importe la situation de la crise, vous allez avoir des gens qui vont avoir besoin de quelqu'un d'autre pour être soutenus parce qu'ils n'ont pas la capacité de se soutenir eux-mêmes. Dans un autre cadre d'idées, donc là, on va retourner du côté économique, si vous le permettez bien. Il y avait 4 nouvelles que je trouvais intéressantes. Alors que, tiens, ce qu'on va faire, attendez, je vais vous présenter un autre graphique au départ parce que j'en ai parlé déjà depuis plusieurs années. Donc, tous ceux qui nous suivent ne seront pas dépaysés. Eh bien, ce qu'on est en train de voir, c'est une diminution forte des réserves de matières premières. Et ça a attiré mon attention la semaine dernière parce que, bon, on constatait qu'encore une fois, on est en train de vider les réserves stratégiques de plusieurs voûtes pour garder les prix le plus bas possible, le plus longtemps possible. Donc là, on est en train de voir justement un drainage des réserves. Pourquoi? Parce qu'une grande quantité des pays et de leurs banques centrales reconnaissent déjà qu'il y a une forte récession et que la demande va diminuer. Donc, dans le but de maintenir les prix artificiellement bas, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est qu'on se libère de nos réserves pour continuer de stimuler l'économie actuelle. Et lorsque les réserves seront diminuées, leur objectif est de racheter à plus bas prix et de manière à réaugmenter les réserves lorsque la demande aura diminué. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir. Et là, je vous présente la réalité de la réserve sur la matière qu'on appelle l'argent, mais j'ai eu aussi des informations qui sont tout aussi claires du côté du cuivre, qui est aussi une matière importante, n'est-ce pas, dans le développement économique au niveau mondial.
Et une autre nouvelle qui vient s'ajuster à ça aussi, eh bien, on voit que la Chine se prépare, elle aussi, à libérer des réserves étatiques de matières premières, que ce soit de l'aluminium et autres matières, qu'ils veulent tout simplement diminuer et larguer dans les marchés dans le but de garder le prix le plus faible possible. Donc, les prochains mois à venir, parce que lorsque ces gestes-là sont posés, comprenez bien qu'il y a un énorme lag. Donc, il y a un délai entre les conséquences face aux gestes qui sont posés. Ce délai-là peut être de 6, 9 à 12 mois. On ne sait pas exactement combien de temps le terme peut être, mais comprenez bien que c'est inévitable que si les réserves sont diminuées, à même titre qu'on a vu les réserves de pétrole américaines être complètement diminuées pour maintenir artificiellement le prix le plus bas possible, eh bien, on va voir les conséquences de ça dans les prochains mois, alors que ça ne dit pas que ça va se produire demain matin. J'espère que vous en êtes bien conscients. Dans un autre ordre d'idée, on a vu un mouvement relativement important sur Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Bitcoin étant là, la majorité des médias actuellement qui tournent. Hein, donc, c'est vraiment là où l'attention est le plus portée. On a vu plusieurs sociétés institutionnelles qui ont fait des demandes récemment pour ouvrir des trading funds de manière à pouvoir offrir à leurs clients des positions dans le marché du Bitcoin. Et évidemment que là, vous avez Michael Saylor, qui est une personne très dominante au niveau de sa position sur Bitcoin. Michael Saylor, qui valorise le Bitcoin beaucoup plus que n'importe quelle autre devise fiduciaire contrôlée par les États, eh bien, vient d'acquérir, c'est une nouvelle qui est sortie ce matin, un autre 12 333 Bitcoin dans leur portfolio qui est maintenant rendu à plus de 152 000 Bitcoin. Donc, MicroStrategy, compagnie publique, qui est listée sur le Nasdaq, qui se positionne comme étant un leader au niveau des sociétés dans la croyance de Bitcoin. Et de l'autre côté, bien, pardon, je me suis trompé de graphique. Voici qu'est-ce qui s'est produit au fil des dernières semaines du côté des sociétés institutionnelles. Et bien entendu que le jeu des sociétés d'envergure telles que BlackRock, Fidelity, JP Morgan et autres ont été de vous décourager depuis les dernières années au niveau médiatique en vous disant que cette classe d'actifs-là était de la fraude, que ça soutenait en fait les gens qui voulaient faire du blanchiment d'argent, alors que c'est complètement faux. Tout simplement par quoi? Il faut être complètement stupide d'utiliser en fait Bitcoin pour faire du blanchiment d'argent alors que les transactions sont complètement transparentes dans un registre de données ouvert à tous. Mais de l'autre côté, pendant ce temps-là, eh bien là, vous comprenez que c'est une nouvelle classe d'actifs pertinente et que là, les grandes sociétés réalisent que malgré tout le contexte qui cherche à être mis en place, surtout du côté des Américains, à vouloir détruire les crypto-monnaies parce que Bitcoin donne la souveraineté à ceux qui le possèdent, la souveraineté financière à ceux qui le possèdent, eh bien là, vous voyez que ces positions-là, ces gens-là qui cherchent à faire des revenus, vous avez bien compris, commencent à se positionner, voire même, quand je dis commencent, sont déjà positionnés depuis plusieurs années. Donc, Morgan Stanley offrira accès à leurs clients pour 3 fonds Bitcoin. Vous avez des ETF du côté d'Invesco en Europe, aux États-Unis. Vous avez Bank of America qui va travailler au niveau du future trading. Vous avez un spot ETF qui a été demandé par BlackRock. Et malgré que Coinbase est présentement mise en situation légale contre la Security Exchange Commission aux États-Unis, eh bien, ils ont annoncé la semaine dernière un partenariat entre BlackRock et Coinbase. Coinbase sera utilisé en fait en tant que solution de custodian pour BlackRock, pour les clients de BlackRock. Donc, d'un côté, vous avez les médias qui poussent contre les crypto-monnaies, qui mettent en lumière à travers la SEC aux États-Unis, hein, l'entité régulatoire financière aux États-Unis, comme quoi que Coinbase est mal positionné et est actuellement dans une situation inconfortable au niveau légal. Mais pendant ce temps-là, vous avez BlackRock qui annonce un partenariat avec eux, avec Galaxy, avec Onyx et autres. Donc, vous voyez clairement que les crypto-monnaies sont là pour rester
Et d'ailleurs, ne perdez pas de vue que les États-Unis, oui, c'est un joueur important. Oui, c'est où les yeux sont tournés pour la grande majorité, mais la réalité, c'est que les États-Unis ne sont pas la planète Terre entière et que vous avez d'autres entités, que ce soit du côté du Salvador, que ce soit du côté d'Hong Kong, que ce soit ailleurs dans le monde, qui sont en train de se positionner favorablement au niveau des réglementations qu'ils mettent en place pour continuer à soutenir le développement de Bitcoin. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à comprendre la technologie Bitcoin, non seulement à comprendre comment en acheter, comment en posséder, mais d'abord et avant tout, comment sécuriser vos Bitcoins si vous prenez la décision de transformer de la devise fiduciaire en Bitcoin. C'est la priorité numéro un. Et sur ce, eh bien, je vous invite à aller vous procurer notre e-book tout simplement gratuit sur notre site web, disponible aussi dans le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui, qui vous permettra gratuitement de mieux comprendre comment Bitcoin fonctionne. Un travail de longue haleine qui a été fait dans les dernières années du côté d'Éric, Patrick et moi pour développer le petit e-book qu'on vous offre gratuitement aujourd'hui. Alors, sur ces belles paroles, je vous invite à garder votre calme, à garder encore une fois votre tête complètement saine. Et bientôt, j'aurai l'occasion de vous livrer les dates promises pour notre événement conférence qui aura lieu vers la mi-octobre du côté de Lyon. Et j'en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine et profitez-en bien. Les vacances approchent. Vous allez pouvoir vous récompenser avec votre famille et passer du temps de qualité avec eux. J'imagine plusieurs d'entre vous vont le faire sous le soleil chaud de l'Europe. Eh bien, moi, je vais aller faire du camping dans les prochaines semaines et toujours pratiquer le VTT qui est mon activité favorite. Alors, passez une belle fin de semaine à tous. À bientôt.